On a un État qui semble titanesque, ultra puissant avec les honnêtes gens, For sure. et pour le coup totalement impuissant avec les délinquants et avec les voyous. La France, parmi ces pays où le risque est le plus élevé au monde. En campagne, comment est-ce qu'on gère le budget, l'argent? Est-ce que tout est perdu si on n'est pas élu? Comment ça marche? La campagne municipale à Paris, le plafond de dépenses, c'est environ... Est-ce que c'est facile de vivre avec ce sentiment qu'il y a plein de gens, mais vraiment ils te détestent? Souvent on me dit, mais sur les plateaux, quand on vous attaque, vous souriez. Parce que moi, ils me font marrer. Et moi, ça, je peux pas vous laisser dire ça. Un échec qui m'a beaucoup marqué et duquel j'ai beaucoup appris, c'est... Qu'est-ce que tu as vu de plus fou en analysant toutes les dépenses de l'État? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fracture. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Knafo. Bonjour Sarah. Bonjour Nathan, bonjour Eric. Salut. Merci d'être avec nous. Alors, le concept de fracture, c'est pas comme tous les podcasts. On va revenir un petit peu sur les fractures qui ont pu façonner un personnage public. Tu as fait un parcours académique très exigeant et très commun aux figures politiques, Sciences Po, ENA. Tu tires quoi de ces institutions? Est-ce que tu peux rapidement revenir sur ce parcours? Quel est le positif et le négatif que tu retires de tout ça? Déjà, bien sûr que j'en tire quelque chose de positif. Et je fais pas partie de ceux qui ont fait ces grandes écoles, qui ont rêvé d'intégrer ces institutions, et qui, une fois qu'ils en sortent, se mettent à casser du sucre sur leur dos. Si on prend l'exemple d'Emmanuel Macron, il a toute sa vie rêvé d'intégrer l'ENA. Il a passé les concours, il a tenté Normal Sup, ensuite il a eu le concours de l'ENA. Et une fois qu'il est devenu président, la première des choses qu'il a trouvé à faire, c'est de détruire le modèle auquel il avait rêvé d'appartenir. Et peut-être que vous vous souvenez qu'au lendemain des Gilets jaunes, ces manifestations qui commencent quand même sur un ras-le-bol fiscal. Il en conclut qu'en réalité, ce que les Gilets jaunes demandent, c'est qu'on s'aborde le modèle d'élite à la française. Et donc ce qu'il annonce quand il fait une grande interview, c'est qu'il va supprimer l'ENA. Comme si c'était ça, le cri du cœur des Gilets jaunes qui se sont soulevés dans toute la France avant que le mouvement soit repris en main par l'extrême gauche. Et donc il annonce cette suppression de l'ENA. En réalité, comme avec Macron très souvent, il n'a pas supprimé l'ENA, il a renommé l'ENA, donc il l'a appelé l'INSP. Mais quand il a fait ça, je me suis dit, voilà un peu le modèle de haine de soi des élites françaises qui ont presque honte d'avoir réussi des concours que pourtant ils se sont donné du mal à obtenir. Difficile. Donc moi, j'ai absolument pas honte, au contraire, je l'ai voulu. J'ai travaillé dur pour l'avoir, c'est pas une rente, on me l'a pas donné, c'est un concours anonyme, tu passes 5 heures d'épreuve sur 5 jours, ensuite t'as encore des euros, 5 euros. Donc c'est un concours qui est en effet exigeant. Il y a combien de personnes qui le passent pour combien d'admis? Il y a 1000 personnes qui le passent, après t'as 3 concours, donc t'as un concours externe où t'as 40 personnes qui sont prises. En tout, dans une promotion, on doit être 90. T'as un concours interne, des gens qui étaient déjà dans la fonction publique et qui le passent. Et une troisième voie, des gens du monde de l'entreprise qui veulent obtenir les concours de l'ENA et c'est le contingent le plus faible. Donc c'est un concours qui est exigeant, qui demande beaucoup de travail forcément et qui offre, dans l'apprentissage, une très très large fenêtre de vue sur ce que fait l'État. Et comme en France, l'État s'occupe de tout, et ben forcément, ça offre une fenêtre de vue sur tout. Donc, tu fais beaucoup de finances publiques, du droit public, de l'économie. Tu as une très belle épreuve qui sont en train de s'aborder qui s'appelle la culture générale. Ensuite, il y a des questions européennes, des questions internationales. Il y a un grand oral où là, ça part sur tous les thèmes. Pourquoi s'aborder? Parce que, alors, on part sur un autre sujet, mais tu as un peu une philosophie en ce moment dans les grandes écoles françaises et dans les grands concours, selon laquelle la culture générale, ce serait une épreuve trop discriminante. Alors qu'au contraire, quel que soit l'endroit d'où tu viens, et je viens de Seine-Saint-Denis, tu as tous les moyens d'acquérir une culture, de lire des grands textes, de lire des grands auteurs. Et donc avec cette idée très bourdieusienne, en fait très gauchiste, que si tu viens pas d'une famille d'universitaires ou de chercheurs au CNRS, t'arriveras jamais à acquérir une culture générale solide. Ouais, c'est que t'es trop bête en fait pour l'avoir si tu viens pas du bon sérail. Donc en fait c'est très méprisant socialement en réalité. C'est un mépris de classe total. 100% d'accord. Et pourtant, on voit que cette épreuve, bien au contraire, les concours de l'ENA, quand tu regardes par le passé, t'avais une beaucoup plus grande diversité sociale. Il y avait des fils d'ouvriers, il y avait des petits-fils d'agriculteurs. Et quand on regarde l'élite universitaire et académique française, elle était en réalité beaucoup plus diverse socialement parlant il y a 40, 50 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et quand tu regardes par exemple Pompidou, quand même c'est un petit-fils d'agriculteur, un fils d'instituteur qui devient normalien, qui devient président de la République. Il n'a pas des parents qui sont déjà des polytechniciens. Et aujourd'hui, à l'inverse, ce qu'on observe dans presque toutes les grandes écoles, que ce soit l'IX, que ce soit des grandes écoles de commerce, l'ENA ou Sciences Po, c'est qu'il y a une sorte de surreprésentation des enfants d'enseignants, qu'on n'y retrouve plus du tout
des enfants d'ouvriers ou d'agriculteurs. Donc, paradoxalement, alors même qu'on a tenté pendant des années de lutter contre les inégalités à l'école, on a cessé de les creuser. Et donc le paradoxe, et ce que je dis là s'applique à l'économie comme à l'enseignement, à l'éducation ou à l'enseignement supérieur, c'est que plus une société se dit que son unique objectif, c'est de combattre les inégalités, et plus paradoxalement, elle les creuse. Et même à l'ENA, maintenant, tu as l'impression que on tire vers le bas aussi là-bas. Tu Partout. penses? Partout. Bah, typiquement, cette épreuve de culture générale. Parlons de Sciences Po. Sciences Po, donc j'y ai été étudiante, puis enseignante, puis membre du jury d'admission. Donc j'ai vu cette école évoluer, malheureusement vers le mal. Pour que tu saches, moi, ma maman, elle travaille à Sciences Po, donc, et elle vient de prendre sa retraite la semaine dernière, donc elle est... Elle aussi, elle a vu. Ouais, et... Tu partages ouais. cette opinion? Alors ouais, je pense qu'elle fait partie plus des champs de droite que de gauche au sein de l'institution, mais... Donc il y en a. Ouais. Il y en a. Il y en Je a, pense qu'il bien sûr. bien sûr. Et c'est ce que j'allais te répondre quand je disais au départ. Silencieusement. Il y avait Moi, une j'ai pas honte pluralité d'avoir fait ces écoles et j'en ai tiré énormément. Et je vais pas cracher sur ce que j'ai appris et sur ce que j'ai voulu en réalité. Et est-ce que tu as dû... Alors, je sais pas si tu avais déjà des opinions de droite quand tu es arrivé à l'école. Et Oui. si oui, est-ce que tu as dû cacher tes opinions pour être un petit peu dans la normalité et éviter d'avoir des problèmes? Ou est-ce que, en toute humilité, parce que c'est aussi possible, tu étais en train de construire tes convictions au moment de l'école? Non, j'étais déjà de droite. En fait, quand j'étais en terminale, c'était le moment où Nicolas Sarkozy se représentait. Et je savais déjà que c'était la campagne qui me parlait le plus. Donc, je sentais déjà quand même que j'étais une femme de droite. Ensuite, pendant ma scolarité, j'ai jamais caché mes opinions, puisque j'ai toujours été élue de l'UNI, un syndicat de droite, le D'accord. seul syndicat de droite à l'époque dans les universités. Et tous les débats dont je parle aujourd'hui, c'était déjà des débats qu'on avait, à savoir eux qui prônaient en permanence les grèves, la lutte contre l'excellence, contre le mérite, le fait qu'on arrête de mettre des notes, qu'on arrête les classements. Et c'est pas un gros mot de dire qu'on est compétitif quand on est en cours, qu'on a envie d'avoir les meilleures notes, qu'on a envie de réussir. C'est pas du tout un gros mot de vouloir réussir. C'est le cas dans l'entrepreneuriat, c'est le cas à l'école. Et j'ai vu des gens qui venaient de tous les milieux sociaux et qui, grâce à ce modèle-là, ont réussi à se surpasser. Et j'ai vu ce modèle se briser petit à petit à Sciences Po. Donc je vous disais, quand j'étais membre du jury d'admission, on nous demandait de privilégier le parcours personnel, associatif des élèves, plutôt que leurs notes à l'école. Et donc, typiquement, on arrive à des absurdités où vous avez des années où il n'y a pas un élève, par exemple, du lycée Stanislas qui est admis à Sciences Po, alors qu'on sait qu'il y a des élèves excellents qui sont presque recalés d'office parce qu'ils viennent pas du bon lycée, parce qu'ils n'ont pas le bon nom de famille, parce que c'est l'enseignement privé, donc ça déplaît, et on va privilégier des élèves qui ont des notes bien inférieures, mais qui ont pu avoir un parcours associatif qui plaisait au jury. Ça, typiquement, à mes yeux, c'est anti-mérite et anti-justice sociale. Tu étais magistrate à la Cour des comptes, tu m'as confié avoir été convoqué. Qu'est-ce que tu as vu de plus fou dans tes années un petit peu de la Cour des comptes, en analysant toutes les dépenses de l'État? Sur ma convocation, déjà, c'est malheureusement quelqu'un de la Cour des comptes qui l'a fait fuiter. Pour en dire deux mots et sans m'étendre, parce que c'est pas le lieu et que je m'en expliquerai plutôt avec la Cour des comptes qu'ici. Mais j'avais attaqué un homme qui s'appelle Rémi Rioux et qui se trouve être le directeur général de l'Agence française du développement, institution sur laquelle j'ai beaucoup écrit. J'ai fait un rapport, je précise, pas quand j'étais à la Cour des comptes, mais je l'ai fait en tant que députée et parlementaire française. Et donc, quand j'ai fait ce travail, effectivement, j'ai jugé que la gestion de cette institution par sa direction générale était catastrophique et j'avais fait un tweet à l'époque, et donc public, pour dire que si Rémi Rioux était nommé premier président de la Cour des comptes, disons que c'était une nouvelle qui ne me réjouissait pas au regard du travail que j'avais fait. Ensuite, pour ce que j'ai vu quand j'étais magistrate, j'ai vu plein de choses, j'ai appris énormément de choses. C'est une sorte de fenêtre d'ouverture immense sur l'État, puisque la Cour des comptes, c'est un peu le chaînon manquant. Quel est son rôle, si tu peux expliquer un peu? Donc le rôle de la Cour des comptes, c'est de contrôler la gestion de l'argent public par l'administration. Et tu penses que c'est un vrai contre-pouvoir ou c'est plus un théâtre? Je dirais qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est le chaînon manquant entre l'opinion publique, donc le peuple, et ce que fait l'administration, et qui pourrait rester totalement opaque s'il n'y avait pas ce chaînon au milieu qui est autorisé à aller contrôler sur place, sur pièce, aller inspecter les administrations, poser des questions, demander à rendre compte à chaque fonctionnaire de l'utilisation qu'il fait de l'argent public. Et la Cour des comptes est cette institution qui permet de publiciser la manière dont notre argent est utilisé. Ensuite, sur la question que tu poses, est-ce qu'elle a du pouvoir?
Donc déjà, le pouvoir de rendre public, c'est pas neutre dans une démocratie, c'est un outil de transparence et c'est essentiel. Mais ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est est-ce que les recommandations qu'elle fait sont suivies des faits ? Quand on regarde l'ensemble des rapports, on voit qu'il y a une grande partie des recommandations qui sont ensuite appliquées par les administrations parce que justement, il y a cette pression de l'opinion publique. Le fait de savoir que les citoyens vont lire le rapport, pourront constater ensuite l'année d'après que les réformes préconisées n'ont pas été mises en œuvre, c'est un outil de pression. D'un côté, c'est frustrant. On se dit, il y a quand même des experts de la gestion des deniers publics, on voudrait qu'ils soient davantage écoutés. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on serait encore en démocratie si des gens qui ont été élus, désignés par un président élu, devaient se soumettre à quelques experts dans une institution ? On voit bien qu'il y a une balance à faire. Mais typiquement, quand j'ai mené cette bataille contre l'aide publique au développement, dans les mois qui ont suivi, le budget de l'aide au développement a été baissé de 2 milliards d'euros. Et quand on a interrogé ce fameux Rémi Rioux, il a dit que c'était de ma faute, que c'est parce que j'avais délégitimé l'aide au développement qu'il avait été contraint d'abaisser ses budgets. Moi, je le prends comme un immense compliment et je me dis, voilà, comme quoi mener des combats politiques peut avoir un impact concret sur la vie des gens et le combat que vous menez aussi, et je pense que vous le sentez, commence à porter ses fruits et peut avoir un impact réel. On ne fait pas que parler, on ne fait pas que faire des vidéos. Ce qu'on dit a un impact parce qu'on alerte les gens et parce qu'à la fin, parfois, ils se sentent obligés de suivre. C'est une bataille culturelle qu'on doit mener. Et est-ce que c'est ce que tu as vu à la Cour des comptes, en analysant un petit peu les comptes publics, est-ce que c'est ça qui t'a aussi motivé à aller en politique ? Ça fait partie un petit peu de ton chemin ? Clairement, ça fait partie des facteurs. Il y a beaucoup d'autres choses et je pense que vous voyez que je porte aussi beaucoup d'autres sujets. J'ai passé toute ma jeunesse, toute mon enfance en Seine-Saint-Denis, donc j'avais déjà matière à être révoltée de ce que j'y voyais, de l'impunité, de l'insécurité, du fait que très jeune, j'ai commencé à me dire en fait c'est anormal de vivre comme ça, d'avoir toujours peur pour sa sécurité, pour ses objets, de cacher son sac, quand on est une femme de pas s'habiller comme on veut, toutes ces petites habitudes qu'on prend, parfois sans même s'en rendre compte, quand au bout d'un moment on se dit mais en fait c'est pas normal de vivre comme ça. Je pense que ça participe de la révolte. Et donc ça m'a emmené assez naturellement finalement à me dire où est-ce que je pourrais avoir l'impact le plus grand. Et je crois aujourd'hui que j'ai trouvé la réponse. C'est vrai que ça, Eric, c'est quelque chose de... on en a déjà parlé. Toi, tu as toujours dit que voilà, la politique n'était pas ton terrain de jeu. Politique électorale, oui. La politique électorale. Que toi, tu penses qu'on peut changer le monde grâce à l'entrepreneuriat et que les plus grandes transformations du monde sont aussi venues de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses qu'il faut un joyeux mélange des deux ? Alors, je pense que entrepreneuriat et politique électorale font souvent pas bon ménage parce que qui dit entrepreneuriat dit nécessité de faire du business et donc après, si tu mélanges des positions politiques fortes, parfois c'est compliqué et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne touchent pas à la politique, qui veulent jamais prendre position, qui veulent pas sortir. Et pour que ça change, il faut vraiment qu'il y ait des mouvements, en tout cas des bouleversements de société forts. Et je pense qu'en ce moment, c'est ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il y a un ras-le-bol de plus en plus important des entrepreneurs, de toutes les personnes aussi qui essaient de travailler, de construire leur futur et qui se sentent finalement plutôt mal et découragés. Et je pense qu'il va y avoir un peu une convergence à un moment entre les deux combats. Moi, effectivement, je suis toujours parti du principe que pour faire changer les choses, il fallait aller dans l'entrepreneuriat, parce que la politique, je pense que j'ai pas les clés, et quand on sait pas faire, ça sert à rien d'y aller. Mais aujourd'hui, je vois aussi à quel point on est contraint par le politique, dans l'entrepreneuriat, on est contraint par les décisions de l'État, par le fait que l'État soit partout, mettre des normes, des taxes dans tous les sens, et que si on veut changer ça, il faut passer par une réforme de l'État, de la manière dont il fonctionne, et donc par l'action politique électorale, puisqu'il faut bien passer par là. Donc, à un moment, les choses convergent. La preuve, on est quand même ici dans un podcast qui a des opinions très, très libérales et donc forcément politiques, alors qu'il y a 10 ans, jamais je pense que je me serais mêlé de ces sujets-là. Et c'est juste parce que, oui, si toi tu étais une révoltée de la Seine-Saint-Denis, moi je commence à être un peu un révolté dans l'entrepreneuriat et je suis clairement pas le seul. Tout à fait d'accord. Sincèrement, c'est exactement ce que je ressens. D'ailleurs, je suis très frappée de voir que de plus en plus d'entrepreneurs, comme Eric, comme d'autres, s'engagent dans le débat public. Je dis pas dans la politique électorale, mais vraiment dans le débat public au sens noble. Et parfois, je retrouve chez eux beaucoup plus de sens de l'intérêt général que chez une grande majorité de politiques. Et c'est quand même très frappant de voir des gens qui ont un vrai métier, si on peut dire, qui s'occupent de créer de la valeur, qui créent de la richesse, qui embauchent, qui emploient, qui créent, qui innovent et qui, malgré ces journées
à rallonge, trouvent le temps de penser à l'avenir de leur pays, parce qu'ils se disent c'est aussi pour nos enfants, c'est aussi parce que tout simplement, le dynamisme économique est en train de s'éroder en France et on sent tous qu'on doit s'en occuper. Donc je vois typiquement, aujourd'hui je suis en plein dans ma campagne municipale à Paris, j'ai décidé de faire une liste qui ne soit pas une liste d'un parti, donc je me présente pas sous l'étiquette Reconquête, ma liste s'appelle Une ville heureuse, puisque c'est l'objectif, faire de Paris une ville heureuse, avec comme philosophie le fait d'accueillir absolument tout le monde, y compris des gens qui n'adhéreront jamais à un parti politique. Parce que c'est pas leur truc, parce qu'ils veulent pas être militants, parce que leur idée c'est pas d'être encartés, tout simplement parce qu'ils défendent ce projet-là, de rendre la liberté économique à Paris, de retrouver le dynamisme économique de Paris, de faire de Paris la capitale des entrepreneurs. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je ne cherche pas des professionnels de la politique, mais des professionnels de la réussite. Des gens qui ont des solutions, qui connaissent les problèmes, qui les comprennent, qui se disent comment est-ce qu'on réfléchit uniquement pour résoudre les problèmes. Typiquement, j'ai accueilli Pierre Noisa sur ma liste qui est avant-hier. le dirigeant de Paymium, L'un des pionniers l'un des bien, pionniers du du Bitcoin Bitcoin en France, c'est oui. le pionnier. Qui a récemment subi... La tentative d'enlèvement Exactement. de sa fille. Terrible. Il a failli vivre des tragédies, on peut le dire, du fait d'un État qui n'arrive pas à garantir nos libertés premières et qui pourtant s'immisce partout dans le reste de nos vies. Donc on vit quand même dans une situation assez aberrante où on a un État qui semble titanesque, ultra puissant avec les honnêtes gens et pour le coup totalement impuissant avec les délinquants et avec les voyous. Et je pense que c'est aussi ça qui crée la crise de défiance à l'égard de l'État. On a changé de monde ces dernières décennies. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Eric quand il dit on sent que tout converge et que tout le monde a ça à cœur aujourd'hui, qu'on sent tous l'urgence aussi. Ouais. On sent tous l'urgence, d'où qu'on vienne. Donc il y a besoin absolument de tout le monde, pas que des politiques, surtout pas que des politiques Ouais, d'ailleurs. et puis je pense que finalement, on se révèle peut-être tous un peu plus patriotes que ce qu'on aurait pu le penser. Parce que c'était une notion qui avait un peu disparu, qu'on disait patriote, ou là, à la limite, c'était même devenu un gros mot. Et là, quand on voit que le pays est en train de, quelque part, sombrer, bah, on se rappelle à nos devoirs et au fait que oui, on vit dans un pays, que c'est un pays qu'on aime et qu'il faut faire quelque chose. Et donc je pense qu'il y a un peu un retour de ce patriotisme vraiment positif et constructif. Et une autre question, Sarah, aujourd'hui, donc t'es en campagne. Comment est-ce qu'on gère le budget, l'argent? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que on récupère une partie de cette somme ou est-ce que tout est perdu si on n'est pas élu? Comment ça marche? Déjà pour répondre au début, je pense que vous avez tous vécu ça dans les belles aventures entrepreneuriales que vous avez menées. On est surtout heureux de le faire. Donc il n'y a pas de fatigue qui compte, il n'y a pas de stress qui compte, il n'y a pas d'inquiétude, les coups des adversaires, on s'en fiche complètement. Il y a d'abord le bonheur d'agir dans le sens dans lequel on sent qu'on doit agir. Et je sens que je suis exactement là où je dois être. Et pour le coup, c'est ce que j'observe depuis le début de la campagne, c'est que beaucoup de mes adversaires passent leur temps à regarder tout ce que je fais, à commenter, etc. Moi, je me dis, mais eux, ce sont pas mes adversaires. Mes adversaires, ce sont les gabegies, les problèmes des Parisiens, la saleté, les ordures, la mauvaise gestion de la ville de Paris, l'insécurité. Ça, ce sont mes adversaires. Ce sont ceux que je veux battre. Et puis les autres, bon, bah, ils sont dans leur couloir, ils font ce qu'ils peuvent et puis qu'ils continuent. Et l'analyse que j'ai faite avant de m'engager dans cette campagne pour Paris, c'était que plus globalement, le désastre de la classe politique actuelle, leurs mauvaises décisions, avaient réussi à entamer la bonne humeur des Français. La politique a trop longtemps oublié que s'il y avait bien une obligation de résultat pour nos décisions, c'est quand même à la fin de donner les conditions du bonheur. Mais quand on grandit en Seine-Saint-Denis et qu'on voit des blocs de béton toute la journée, on n'a pas la même vie que quand on voit les Invalides tous les matins. Ça joue sur le moral. Quand on voit aujourd'hui dans Paris le mobilier urbain historique qui disparaît au profit de mobilier atroce, gris, vous voyez là les réverbères qui sont en tige là comme ça, gris, atroce, vraiment horrible, ou les poubelles en fer avec le sac plastique qui se balade au vent, tout ça, tout ce genre de pollution visuelle, ça pèse sur le moral. Mais sur, par exemple, prenons les poubelles, Oui. ou les bancs, ou Oui. les réverbères, est-ce que le choix d'avoir mis des tiges en métal, est-ce que c'était pas pour faire des économies? Non. Voilà, parce que c'est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, en fait, il y a une déliquescence, mais c'est parce qu'il y a moins d'argent, on coupe les budgets. Et là, si tu dirais, bon, on va rendre plus beau, donc ça risque de coûter plus cher, alors que tu dis en même temps, on va plutôt essayer de redresser les comptes de la ville. Est-ce que, voilà. Alors deux choses. Premièrement, c'était pas pour faire des économies.
c'était plutôt une idéologie qui s'appelle le fonctionnalisme en architecture, je vais y revenir. Et deuxièmement, non, ça coûte pas très cher en réalité. Si tu prends typiquement les kiosques, ça a coûté 0 à la ville parce que C'était financé par la publicité, ouais. par JCDecaux pour ne pas les nommer, qui finance par la publicité. Donc la ville n'a pas gaspillé d'argent pour les changer, mais en revanche, quand on leur a présenté un choix entre soit un mobilier urbain plutôt iconique de Paris, qui représentait ce que Paris a peut te toujours faire été. forger, enfin des choses très parisiennes. Ouais. Ou un deuxième très fonctionnel, beaucoup plus froid, beaucoup plus neutre. La ville de Paris a choisi, évidemment, le deuxième. D'accord, donc c'est idéologique. Donc c'est idéologique. Okay. Le fonctionnalisme, ça repose sur l'idée que l'ornement, la beauté, les décorations, finalement, sont que des fioritures inutiles et que tout ce qui compte, c'est qu'un objet serve à quelque chose. Cette idéologie, ça nous vient de Le Corbusier, qui, par exemple, quand il est allé à Rome, en revient en disant « Rome, c'est un musée des horreurs ». Et quand on lui demande pourquoi, vous imaginez penser que Rome est un musée des horreurs. Les fontaines, les ornements, surtout les monuments, il y a trop de fioritures. Les touristes viennent pour ça, je veux dire, c'est notre histoire. Mais exactement. Et il dit que pour lui, l'architecture idéale, c'est celle d'un avion. Un avion, tout sert à quelque chose, il n'y a aucun objet inutile, il y a seulement les sièges, les tablettes, et pour lui, c'est ça l'idéal. Ça s'appelle la Corée du Nord. Bravo. Et donc, Le Corbusier a gagné dans les années 60, 70, et on a commencé à construire uniquement avec ce modèle fonctionnaliste. Donc, des grandes tours HLM, et à l'époque, c'était ça la modernité. On se disait, c'était bienvenue dans il y a le le futur. chauffage, exactement. Tout est droit, tout est net, il y a le nombre de chambres qu'il faut, il n'y a pas d'ornement, il n'y a pas de parquet, moulure, pas de cheminée. Mais qu'est-ce qu'on remarque 60 ans plus tard? Que ce qui est éternel, ce qui est moderne, ce qui est plébiscité par le monde entier, c'est le vieil haussmannien. Donc le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le XVIIe, le XVIIIe siècle sont beaucoup plus modernes que ce qui a été fait dans la deuxième moitié du XXe siècle. On voit que le monde entier pleure quand Notre-Dame brûle, alors que ça en fait des siècles Notre-Dame. Hein. On voit que le monde entier se sent concerné quand le Louvre se fait braquer, là aussi, ça en fait des siècles, et que finalement les touristes du monde entier plébiscitent plutôt ce qui nous a été légué que ce qu'on a eu la prétention de détruire. Donc ce que je veux faire, et c'est dans mon programme, c'est à la fois beaucoup plus de liberté pour le secteur immobilier à Paris, déplafonner les prix des loyers par exemple, abroger ce PLU bioclimatique qui freine totalement le dynamisme de Paris, mais rétablir les règles de ce que doit être un PLU, un plan local d'urbanisme, à savoir préserver l'harmonie architecturale, l'harmonie visuelle de Paris. Alors revenons maintenant sur le budget de la campagne. Oui. Est-ce que c'est comme une campagne présidentielle où tu dois faire 5%? Est-ce que c'est à perte? Comment ça se finance? Est-ce que tu as des donateurs? Est-ce que c'est toi, tu as mis tout ce que tu pouvais? Est-ce que tu es limité? Merci Eric, voilà. tu vas me permettre de faire un appel aux dons maintenant dès aujourd'hui. Donc la campagne municipale à Paris, le plafond de dépenses, c'est environ 1 million d'euros. En France, c'est très limité. Oui. Aux États-Unis, typiquement, tu peux dépenser des centaines de millions d'euros. C'est pour ça que ça se joue avec l'argent là-bas. Ouais. Beaucoup. En France, c'est très limité. Alors on pourrait dire que ça correspond à la philosophie française. Si t'es Paris ou une toute petit village, c'est 1 million, c'est ça? Non, ça dépend. Ça il y a dépend quand des même, communes. d'accord. Ouais, à Paris, c'est un des million. critères qui sont archi complexes, c'est 1 million et ensuite par arrondissement, tu as un plafond de dépenses aussi. Ok. Donc c'est 1 million, ce qui fait que c'est une somme qui peut se lever facilement avec tous les gens qui nous écoutent, que chaque personne peut donner 7 500 € maximum. Ouais. Donc ça aussi, c'est limité, c'est capé en France. C'est aux défiscalisé. États-Unis, c'est illimité. Défiscalisé à hauteur de 2/3, donc 66% du don est défiscalisé. 7 500 par personne. En gros, la philosophie française, c'est il peut pas y avoir une personne qui soit riche et qui finance trop une campagne parce qu'ensuite le risque de corruption est grand. C'est une philosophie qui s'entend. Aux États-Unis, il y a une différente philosophie, c'est que vous pouvez donner énormément, des dizaines de millions d'euros pour un candidat, mais tout est transparent. Donc la personne qui vous a donné, son nom apparaît. Ce qui fait qu'il y a une sorte de contrôle par la transparence, on disait tout à l'heure sur la Cour des comptes, où ça va être difficile de corrompre, alors que le peuple tout entier est au courant que la personne a donné de l'argent. Est-ce qu'on préfère la transparence totale et des montants plus élevés, ou est-ce qu'on préfère le système français actuel de financement de la vie publique? Il est pas mal, ce système français là-dessus. Alors, il faut convaincre plus de gens. C'est ça, il faut convaincre plus de gens. Mais tu peux pas dépenser donc plus qu'1 million, tu peux pas être déficitaire. Ouais. J'imagine que c'est une association. C'est une association de financement, donc moi l'association c'est Sarah pour Paris. Et ensuite, une fois que tu es élu ou pas, en tout cas, c'est dissous. Parce que là, c'est pas un parti. Ça peut aussi être un parti. Donc un parti peut soutenir une candidature. Mais là, dans ton cas, je veux dire, là, c'est quelque chose d'indépendant. Moi, je me présente sur une liste indépendante, mais j'espère qu'il y aura plusieurs partis qui soutiendront ma candidature. Oui, mais qui viendront abonder. Ils peuvent. Et là, ils sont limités à 7 500 €. Les partis, non, ils peuvent prêter.
Ils de peuvent l'argent à la prêter. campagne. Oui. D'accord, ok. Tu peux aussi recevoir des prêts. Mais dans tous les cas, est-ce que tu peux dépenser plus d'1 million? Non, impossible. D'accord. Dans Malgré tous les tout cas. ça, Ça, c'est impossible quoi qu'il arrive. Et 6 millions n'étaient pas dépensés en totalité, qu'advient-il de l'argent? Soit, par exemple, si un parti te soutient, mettons, donc il prête, tu dépenses pas tout, donc tu lui rends, bon, très classiquement. Ou alors, les gens peuvent aussi financer un parti qui ensuite va te prêter de l'argent. Dans ce cas-là, l'argent reste dans le parti. Tu peux aussi faire le choix de rendre. Je pense que ça dépend, c'est à la discrétion. Après, généralement, dans les campagnes, quand vous recevez chez pour vous tout ce qui est vote, tous les documents électoraux, ouais. donc ça, c'est ce qui coûte cher dans les campagnes. La deuxième chose la plus chère, ce sont les meetings. Ouais. Là, les C'est réunions des publiques. 20-25 000 euros. Ouais, ça coûte cher parce que la technique coûte cher, la captation coûte cher. Ouais, bien ça, sûr, à vraiment chaque les fois, c'est détails. normal. La prod. Après ça, vous Et, savez, quand vous faites des événements, que ce sont des choses qui ouais. coûtent cher. Ouais. Et dernière question Très, très sur vite, hein. le sujet. Si tu obtiens un minimum de score, l'État rembourse, comme pour les présidentielles, ou là, Exactement pareil, 5%. Exactement pareil, Ouais. 5%. Ok, et ça pour tous les candidats de toutes les mairies de France. Enfin, ça peut faire un budget énorme Pour l'État. pour l'État. Pour l'État, ouais. Ça, ouais, la Parce que démocratie coûte cher. Ça Ah coûte ouais, tout ça, à c'est fait. Là, clair. il y a 20 000, enfin, ou 30 000. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est intéressant parce que je dis dans mon programme que je veux gouverner Paris comme on gouverne la Suisse, de manière très démocratique. Et quand j'ai dit ça, il y a des gens de gauche qui ont dit « mais ça coûte cher d'organiser des référendums ». Vous vous rendez compte de la philosophie? Ah bah oui, la dictature, ce serait beaucoup moins cher. Ah bah ça c'est clair, la démocratie, ça coûte cher. C'est clair. Demandez surtout leur que- avis aux gens. Quand on voit la manière dont on dilapide l'argent, qu'est-ce qui vaut plus que la démocratie? Si tu ne faisais pas de politique, qu'est-ce que tu ferais? Je vais préciser ma question. Est-ce qu'il y a une version de toi qui aurait préféré, aujourd'hui, rester loin de tout ça? Est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es demandé est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai vraiment le sentiment d'être exactement là où je dois être Ouais. au moment où je le suis. Donc ça, j'ai pas de doute. Sans utiliser les grands mots ni vouloir être grandiloquente, c'est mon devoir. Donc je sais que c'est ce que je dois faire. Je vois pas beaucoup d'autres gens qui portent les sujets que je porte, donc je considère que je suis là où je dois être. Dans quel scénario j'aurais pu faire autre chose? Bah si la France allait bien. Si je voyais que tout allait bien autour de moi, que je n'avais aucun doute pour l'avenir de mes enfants, pour le pays que j'aime, qu'on aime tous, bah oui, j'aurais pu faire plein d'autres choses. Peut-être que je serais restée magistrate à la Cour des comptes, peut-être que j'aurais écrit des livres, peut-être que j'aurais créé une entreprise avec Eric, mais j'en parle au conditionnel parce qu'aujourd'hui, je suis là où je dois être. Quand tu t'exposes, il y a forcément des gens qui vont être avec toi, et il y a plein de gens qui vont te détester et qui le font savoir, tu vois. Et donc, est-ce que c'est facile de vivre avec ce sentiment qu'il y a plein de gens, mais vraiment, ils te détestent pour Ouais. des mauvaises raisons, tu vois, ou des bonnes raisons de leur part, mais comment Bah, psychologiquement tu réconcilies J'avoue ça? que moi, ça m'amuse plutôt. D'accord? Non, mais c'est Je pas pense mal, que ça hein. se voit, tu vois, souvent on me dit, mais sur les plateaux, quand on vous attaque, vous souriez. Mais parce que moi, ils me font marrer. J'ai l'impression de voir des petites fourmis qui s'agitent, tu vois, et de les regarder devant en me disant, mais ils sont complètement dingues. Comment est-ce qu'on peut haïr à ce point les personnes? C'est pas du tout un truc qui m'atteint. D'abord, je crois, sans vouloir rentrer dans des trucs très personnels, que quand on a été très aimé par ses parents, on n'est plus du tout sensible à ce À la haine que... extérieure, Ouais, à la haine tu es extérieure. imperméable. C'est ça. Il y a une phrase de Romain Gary qui dit « L'homme qui a été aimé par sa mère est un conquistador ». Bah, je suis pas un homme, mais j'ai été très aimée par ma mère. Et j'ai pas du tout de sensibilité à ça. Je pense qu'il y a une partie de moi qui aime la bagarre, tu vois. Donc Ouais. Donc ça te Ça me motive gêne pas. aussi quelque part un peu, ça te... Tu aimes ce jeu de la joute? je pense que pour certains, c'est pas du tout un jeu. Ils détestent les gens qui pensent pas du tout comme eux. Moi, j'ai tendance à pas haïr les personnes. Je peux détester un système. Je déteste le système de la mairie de Paris. Personne ne déteste autant que moi le système économique dans lequel nous sommes. Et pour autant, je n'ai pas de haine contre les personnes. Et je remarque que malheureusement, dans un certain bord de l'échiquier, ça dépasse le combat politique. C'est de la haine pure. Oui, tout à fait. pense On qu'il y a sent des gens qu'il y a qui une émotion. Pourrait nous en mettre fait, au goulag. Enfin, Oui, tout à fait. Et tu sens que ça Vous part. partagez ce trait de caractère. C'est-à-dire que toi, c'est pareil. Tu n'as pas d'ennemis, tu ne hais personne. Moi, je hais personne, mais je pense que psychologiquement, j'aimerais pas que savoir qu'il y a plein de gens qui me détestent. Je suis rassure, c'est le cas. Peut-être. Mais donc voilà, c'est une interrogation que j'avais. Je pense qu'il faut être vraiment fort psychologiquement pour effectivement être imperméable, et sûrement c'est quelque chose qui se forge avec le temps. et ils me connaissent pas, tu vois. Ils nous connaissent pas. Oui, c'est pas non, moi mais qui le bien déteste. sûr. Oui, non, mais t'as Ils raison. aiment pas C'est la une droite, image qu'ils se Ils aiment font. pas mon discours. Après tout, tu vois, ce sont pas des gens qui me connaissent. Tu me dis, t'as déçu un ami et maintenant il te déteste. Bah, je suis comme tout le monde, je vais être atteinte. Mais la haine virtuelle de gens sur Twitter, ça n'existe pas. Tu as 32 ans et tu te présentes à la mairie de Paris. Est-ce que c'est précoce ou est-ce qu'il n'y a pas d'âge, pour reprendre l'expression de Kylian? Il n'y a pas d'âge. Bah, je dirais que ce qui va trop vite, c'est l'endettement de la France.
c'est la courbe que nous sommes en train de prendre sur le déclin sur presque tous les facteurs qu'on a déjà évoqués. Que tous les gens de bonne volonté se mobilisent quel que soit leur âge, je trouve que c'est très très positif. Et je juge pas du tout mes adversaires sur leur âge, ni des gens que je considérerais trop vieux, ni d'autres trop jeunes, mais plutôt sur leurs idées. Et je me dis, parce que c'est mon caractère, de tout miser sur l'intelligence des gens, que les gens sont donc assez intelligents pour faire uniquement des comparaisons de projets, de visions, de programmes, et pas de quel âge a-t-elle, est-ce qu'elle est pas trop jeune. Je pense que, certes, j'ai 32 ans, mais j'ai une certaine expérience qui peut être utile dans ces temps de tempête. Je travaillais à la Cour des comptes, on l'a dit, j'ai aussi travaillé dans des préfectures. Donc l'idée de remettre de l'ordre dans les comptes du pays et de l'ordre dans les rues, c'est quelque chose qui me parle. Tu es quelqu'un qui a un sens du débat extrêmement développé. Du reste, même tes adversaires le reconnaissent et que tout le monde s'accorde pour dire que tu es redoutable en débat puisque tu es toujours justement sur le fond, rarement sur la forme. Tu t'es jamais déstabilisé. Même quand les autres s'énervent en face, bah, tu restes effectivement toujours souriante et posée. Donc ça veut dire que tu as peut-être commencé très très tôt à te comporter comme ça. Sur le côté caractère, où je pense que j'étais plutôt insolente à l'école, bonne élève mais insolente, donc un peu un mélange des deux. Et ensuite, sur le reste, les médias, pour moi, en fait, c'est très neuf. Ça fait 1 an et demi que j'ai fait ma première émission de ma vie. Et 1 an et demi, c'est vrai. donc c'est très très récent. Et je pense que ce qu'il y a peut-être, c'est le côté plutôt naturel parce que c'est neuf. En tout cas, je surjoue pas, j'ai jamais fait de média training de ma vie, j'ai jamais fait de coaching ou que sais-je, je me suis pas entraînée particulièrement à la créer de télé. personnage. Ouais, donc en fait, j'y suis comme dans la vie. Et je pense que quand on a discuté avant et quand on discutera après, on aura le même ton tous les trois parce que oui, je t'es vous complètement trouve plutôt authentique. naturel. Oui, t'es complètement authentique et je pense aussi le fait que tu es là où tu veux être et que tu prennes un plaisir en fait à faire ça, je pense que ça compte énormément et ça doit jouer. J'ai cru comprendre que tu avais aussi 2 enfants. En tant que maman, est-ce que ça t'inquiète de devoir élever des enfants dans le Paris d'aujourd'hui? Il y a plein de sujets aujourd'hui pour les familles parisiennes. Déjà, ce qu'on observe, c'est qu'on a perdu 200 000 Parisiens depuis 25 ans. C'est énorme. C'est une ville qui se désertifie. Et si on regarde un peu la démographie, quand on vit à Paris, c'est soit on est étudiant, donc on n'a pas encore de pouvoir d'achat, on vit de manière un peu précaire, mais on y fait ses études, donc il faut qu'on vive dans la ville, soit des personnes beaucoup plus âgées qui ont eu la chance d'acheter un logement à un moment où c'était encore possible d'acheter dans Paris, et donc qui y vivent, et pour eux aussi, parfois c'est dur, il y a de la dépendance, de la solitude pour les personnes âgées à Paris. Et entre les deux, vous voyez le départ des familles, donc des jeunes couples qui viennent de se marier et qui se disent on va pas vivre à Paris parce que c'est trop difficile. Il y a le coût, le logement, le fait de pas réussir à trouver de logement. Il y a un problème de marché locatif à Paris, je pense depuis qu'on a plafonné les loyers, enfin je pense pas, je l'ai vu dans les chiffres mais on en parlera. Le fait de pas trouver de place en crèche pour ses enfants, l'insécurité, parce qu'on a entendu trop de choses. Quand on entend que le jeune Elias, 14 ans, il va au foot, il se fait tuer à la machette. La petite Philippine, 16 ans, au bois de Boulogne, pareil. On entend trop d'histoires. Et tous les parents, nous tous, on peut pas s'empêcher de se projeter et de se dire et si ça m'était arrivé, et si elle me répondait pas, et si c'était moi, c'est impossible de pas se projeter. Et même quand on est de gauche, et même quand on est d'extrême gauche, on a entendu trop d'histoires dans lesquelles on se reconnaît. Le périscolaire à Paris, les scandales qu'on entend, les affaires d'agression sexuelle, de viol sur des enfants de 3 ans, de 4 ans, forcément que ça nous atteint dans notre chair. En ce moment, dans ma campagne, je reçois énormément de gens. C'est-à-dire que je mets sur les réseaux sociaux un café où je vais être, je reçois des gens et on échange pendant 10 minutes, 15 minutes, chacun me raconte ses problèmes, on essaye de trouver des solutions, je leur dis ce que j'ai dans mon programme, grâce à eux, j'améliore des mesures. Et ce qui revient beaucoup, c'est on réfléchit à quitter la ville. Dès qu'il y a quelqu'un qui a entre 26 et 50 ans, on se demande si on doit quitter la ville. Et résultat, qu'est-ce qu'on va faire ? On va contrer tous les facteurs. Donc 1, l'insécurité. Je vais doubler les effectifs de police municipale et les armées. 2, le manque de places en crèche. On va résoudre ce problème des places en crèche à Paris, puisque aujourd'hui, c'est pas un problème d'infrastructure, mais de personnel qui manque. Vous avez 7000 places qui sont vacantes à Paris. Donc elles existent. On a les infrastructures, il y a les berceaux, c'est déjà payé, mais il manque de personnel pour répondre au taux d'encadrement. Pourquoi il manque de personnel ? Parce que ce sont des métiers qui sont très faiblement payés et qui donc ne peuvent pas se loger dans Paris. Résultat,
Vous avez des personnels qui doivent prendre les transports en commun depuis des zones de banlieue, et c'est éreintant. Vous devez arriver à 8h du matin, partir à 19h. S'occuper des enfants, ça demande une attention constante. Puis il y a des heures sup parce que les parents, il y a toujours un enfant le soir Et qui vous a devez oublié rester. d'aller le chercher, donc ils doivent rester plus. Et un métier qui demande une attention vraiment constante. On a la vie d'un enfant entre ses mains. Donc là, il y a des mesures à prendre, typiquement leur réserver la priorité dans le logement social parisien. Quitte à avoir une politique folle en matière de logement social à Paris, autant l'utiliser. Il y a un turnover de 14 000 personnes chaque année. Je vous disais la crèche, évidemment la sécurité. Il y a plein d'autres sujets, la propreté, la saleté de Paris, la beauté de Paris. Et sur tous ces facteurs, j'ai un programme qui fait 130 pages où tout est chiffré, budgété, notamment le remplacement du mobilier urbain. Tout est précis pour essayer de répondre à tous ces facteurs et retrouver une ville dynamique, une ville vivante. Doubler la police municipale, créer des places de crèche, tout ça sont des investissements, donc il faut les financer. En même temps, tu as fustigé la politique financière, monétaire, budgétaire de la mairie de Paris. Donc, ça veut dire que tu vas devoir couper certains budgets. Tout à fait. Et quel est un petit peu ton programme là-dessus sur les économies ? Donc, ce que je propose, c'est un plan de 10 milliards d'économies sur 10 ans. Et je précise que c'est 10 milliards d'économies nettes. Nettes des nouvelles dépenses qu'il faut faire. Et sur les nouvelles dépenses, je vais détailler. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. Sur les économies, premièrement, il faut diviser de toute urgence les effectifs de la ville par 2. Vous avez combien de personnes ? 1200 personnes qui partent sur 55 000 fonctionnaires. 55 000 fonctionnaires. Ouais, bien sûr, j'aurais dû commencer par Ouais, ça. J'ai l'impression de l'avoir déjà tellement dit, mais je vais le redire. Non, mais oui, parce qu'en Il y a fait, 55 000 fonctionnaires à la ville de Paris. Déjà à savoir et à noter, c'est toute mairie confondue. c'est plus que chez Airbus, c'est toute la mairie de Paris. Je La précise mairie de que la Paris. mairie de Paris Oui. a aussi une compétence de département. Mais même quand on y ajoute la compétence du département, c'est déjà trop et c'est déjà suradministré par rapport à la ville de Lyon, par rapport à la ville de Londres. On a un taux d'administration qui est 2 fois supérieur. Très français, quoi. Énorme. Et t'imagines, c'est la capitale. Donc Paris, capitale de la gabegie nationale, c'est plus qu'à la Commission européenne. Ils sont 32 000 à la Commission européenne pour gérer donc tous les États européens et presque 500 millions d'habitants. Mais ville de Paris, 55 000. Dans l'ensemble des préfectures de France, il y a 21 000 personnes. Et à la ville de Paris, 55 000. Alors on se dit, mais peut-être qu'ils sont tous utiles. Mais si on rentre dans le détail, 400 personnes à la communication de la ville. C'est généralement assez classique, plus vous avez des résultats catastrophiques et plus vous avez besoin de monde pour essayer de les vendre. Ouais. Donc diviser les effectifs de la ville par 2, c'est pour ça que je disais, et j'aurais dû commencer par le constat, que ça m'apparaît l'urgence. L'écrasante majorité, je ne les remplace pas. À part dans 2 secteurs, qui sont les 2 que j'ai cités, la petite enfance et la police municipale. Là, il faut un plan d'embauche parce que là, il manque du monde. Il n'y a que 3 000 policiers municipaux aujourd'hui, il en faut 8 000. Donc c'est plus que doubler les effectifs de la police municipale, ça coûte 2 milliards. Mais avec les économies que je fais par ailleurs, avec la division par 2 des effectifs, il y a 3 milliards d'économies nettes, donc nettes du plan d'embauche des policiers et nettes du plan d'embauche des professionnels de la petite enfance. J'ai dit tout à l'heure 10 milliards, donc je vais aller très vite sur les autres pour arriver à 10. Il y a 1 milliard d'économies que je fais sur l'arrêt des subventions aux associations politisées. Ensuite, et c'est le dur de l'affaire à la mairie de Paris, c'est l'arrêt de la folle politique immobilière de la ville. La ville de Paris préempte chaque année des logements. Donc à chaque fois, ou en tout cas souvent quand un logement est en vente, la mairie de Paris va dire c'est moi qui l'achète tout de suite. Elle va empêcher le privé d'acheter, donc de se développer, d'acheter des nouveaux bureaux, de s'étendre. Qu'est-ce qu'elle va faire à l'intérieur ? Le plus souvent, elle va y mettre du logement social pour continuer sa folle politique de logement social partout dans Paris. Aujourd'hui, on est à 25% de logement social à Paris. C'est énorme. Emmanuel Grégoire veut qu'on aille jusqu'à 40%. Emmanuel Grégoire, c'est l'héritier d'Anne Hidalgo, qui veut transformer Paris en un HLM géant, ce qui serait un cauchemar à de multiples titres et notamment économiques. Donc ça, c'est 500 millions d'euros par an d'achat immobilier pour la ville de Paris. Ça fait 5 milliards d'économies sur 10 ans. Le dernier, c'est le remboursement prématuré de la dette qui va nous permettre d'économiser sur le service annuel de la dette chaque année, c'est environ 500 millions d'euros par an. Donc là, c'est 1 milliard sur 10 ans, puisqu'après ça diminue, les économies diminuent à mesure qu'on rembourse, mais qui va nous permettre, en remboursant en avance, d'arrêter ce boulet, ce fléau financier qu'est la dette de Paris. Et sur le logement social, ensuite, comment est-ce qu'on désendette énormément ? En vendant 10% du parc social à leurs occupants, en faisant des propriétaires. Si dans le logement social, on arrive à créer un esprit de copropriété, forcément, on va résoudre énormément de problèmes. L'indignité de ces logements parfois en plein cœur de Paris qui est une honte pour les gens qui y vivent. Donc vente de 10% du parc social, ça rapporte 8 milliards de recettes. Et grâce à ça, on peut désendetter la ville de Paris en divisant par 2 l'endettement, encore une fois à horizon de 10 ans. Je divise par 2 les impôts des Parisiens, division de la taxe foncière par 2 pour tous les propriétaires.
les entreprises comme les particuliers, et division des 2 taxes qui sont répercutées sur les locataires, taxe d'enlèvement des ordures ménagères et taxe de balayage. Comme ça, tout le monde y gagne, et le fait d'avoir fait des économies se retrouve directement dans la poche des gens. J'ai une petite question d'actualité. En ce moment, tu sais, c'est les JO d'hiver en Italie. Il y a beaucoup de comparaisons sur la cérémonie d'ouverture italienne avec notre cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques qu'on avait eue, qui avait été énormément critiquée. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette comparaison entre ce qu'il y a eu en Italie, je sais pas si tu l'as vu forcément, mais tu as peut-être vu quelques images sur les réseaux, et ce que nous, on avait proposé, qui n'était pas le symbole du sport à la française. Ouais. Alors peut-être parce que je suis chauvine, mais j'ai tendance à dire que je préfère quand même ce qu'on a fait. Je vais dire ce que j'ai aimé et ensuite ce que j'ai pas aimé. Dans cette cérémonie, il y avait des choses magnifiques. Déjà, le fait d'avoir choisi de le faire sur la scène, et pas dans un stade, je trouve que c'était sublime. Et encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, parfois il faut être un peu humble et se rendre compte que c'est grâce à l'héritage sublime qu'on a, grâce à cet endroit magnifique où on voit le mélange entre la nature, la scène, et ce qu'a fait de mieux notre civilisation, tous ces ponts sublimes, tous ces monuments, tous ces bâtiments. C'était quand même sublime de voir l'écrin. Donc avec l'écrin qu'on avait, c'est vrai que certaines choses m'ont rendu triste. C'était peut-être pas la peine de voir un type nu au milieu des drag queens, au beau milieu d'une cérémonie sublime. C'était peut-être pas la peine de politiser à ce point cette cérémonie. Marie-Antoinette décapitée, pourquoi ? Pourquoi mettre une image un peu violente, vulgaire, etc., heurtée ? Ça, vraiment, j'ai pas trop compris. La caricature de la scène, typiquement, je trouve que on politise quelque chose qui aurait pu rassembler très largement tous les Français. Et quand j'ai vu certains passages, moi j'ai été hyper émue. Il y avait des scènes sublimes, quand on voyait le drapeau tricolore comme ça au beau milieu de la scène. Enfin, tous ces monuments parisiens, on a de quoi en être fiers. Le monde entier a vu ça. On aurait pu être un peu plus rassembleur et moins clivant que ce qui a été fait. Ce qui m'a marqué, c'est que les gens qui ont pensé ce spectacle, Monsieur Joly, on avait l'impression à les écouter qu'ils se trouvaient rebelles de faire ce genre de truc. Mais il y a quoi de rebelle à décapiter Marie-Antoinette ou à se moquer du christianisme ? C'est l'inverse de la rébellion. C'est la quintessence du système. Philippe Muret, quand il parle de ces gens, de ces artistes subventionnés qui se croient très subversifs, il les appelle les rebellocrates. Et en fait, ce sont précisément des gens financés par le système qui font croire qu'ils sont anti-système, qui se révoltent, un peu des adolescents 68ards guévaristes. Et en réalité, ils font des choses qui sont la quintessence du conformisme. Oui, c'est très facile de se moquer du christianisme en France, on risque rien. Personne va rien vous faire, vous risquez aucune violence, mais finalement, qu'est-ce que ça rapporte ? On blesse des gens inutilement, alors qu'encore une fois, on aurait pu avoir une cérémonie magnifiquement rassembleuse. Est-ce qu'il y a un échec dont tu ne parles jamais, mais qui t'a marqué, structuré ? Un échec qui m'a beaucoup marqué et duquel j'ai beaucoup appris, c'est la campagne présidentielle qu'on a menée en 2022 avec Éric Zemmour. Parce que, d'abord, j'avais 27 ans. Je dirigeais une campagne présidentielle en étant, pour le coup, vraiment assez jeune. Pour lui aussi, c'était sa première campagne présidentielle. On est monté très vite, très très haut dans les sondages. On a été donné en 3 semaines au second tour contre Emmanuel Macron. Et à l'époque, tout ce qui remontait de l'Élysée, tout ce qui sortait dans la presse, c'était le fait que Macron était lui-même convaincu qu'il allait affronter Éric Zemmour au second tour. Je dirais que j'ai énormément appris de cette expérience parce que, d'abord, forcément, première vraie expérience politique. Même si j'étais dans l'ombre, une présidentielle en France, c'est d'une intensité incroyable. Le peuple français tout entier s'intéresse à la politique soudain pendant des mois et c'est à la fois très violent, il y a beaucoup d'adrénaline, on apprend énormément de choses, on doit traiter tous les sujets très vite. Donc j'ai appris beaucoup. Ensuite, de notre côté, je pense qu'on a fait des erreurs. Et comment ne pas en faire ? Première campagne, et puis même, l'erreur est humaine, on en a fait. Ces erreurs-là, on les recommettra pas. On en fera sans doute de nouvelles, on en fera d'autres, parce que, encore une fois, on est humain. Mais ça m'a énormément appris. Et au lendemain de l'élection présidentielle, la première chose que j'ai faite, avant que tout le monde prenne un repos bien mérité après ce long tunnel, c'est de réunir toute l'équipe. J'ai revu toutes les personnes qui avaient compté dans la campagne. J'ai fait un immense rétex, comme on dit, un grand retour d'expérience. J'ai tout noté, j'ai un document qui doit faire 300 pages avec tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de mal, les erreurs que j'ai commises personnellement, des erreurs de recrutement, des erreurs RH, des erreurs de stratégie, de mots qui ont été employés plutôt que d'autres, etc. On sait qu'on peut toujours en tirer quelque chose si tant est qu'on soit attentif
à la critique, qu'on se dise pas que finalement c'est jamais de notre faute et qu'on a été parfait, etc. Mais quand on ne demande qu'à apprendre et à avancer, forcément on en tire quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, de manière très sincère, tu penses que Donald Trump c'est un allié ou est-ce que c'est un ennemi? Je dirais qu'en politique internationale, pour une nation, il n'y a jamais d'allié inconditionnel. Parce qu'il y a toujours une condition, c'est l'intérêt de son pays. Donc sur certains sujets, on peut se dire qu'avec les États-Unis, on retrouve des intérêts communs et que sur beaucoup d'autres, on a des intérêts qui sont forcément divergents. Et divergents depuis des années, Trump ou pas Trump. Moi, ce qui me fascine, c'est que certains politiciens français aient attendu qu'il y ait Trump à la Maison-Blanche pour soudainement se rendre compte qu'on n'avait pas les mêmes intérêts que les États-Unis. Ils auraient pu le comprendre avant. Quand Pierucci, cadre d'Alstom, se fait enfermer dans les geôles américaines, on est en 2013, c'est Obama le président. Et là, ils comprennent pas que les États-Unis agissent comme beaucoup d'autres nations dans le monde, avec de l'espionnage industriel, qu'ils essayent de nuire à nos intérêts en termes d'industrie stratégique, qu'ils sont prêts à enfermer un cadre industriel français dans leur prison. Mais à l'époque, comme c'est Obama le président, il n'y a pas de problème. De la même manière, quand les États-Unis empêchent la vente d'un sous-marin français à l'Australie, bah là c'est Joe Biden, on voit pas le problème. Bah non, quand c'est les démocrates, il n'y a pas de problème. À mes yeux, Trump aujourd'hui à la tête de la Maison-Blanche, c'est l'Amérique éternelle, mais sans masque. Ce que j'ai dit quand j'étais à Washington pendant l'investiture de Donald Trump, j'ai dit Trump dit America first. America first. Il est grand temps chez nous de dire la France d'abord, nous aussi. Pourquoi est-ce qu'on en veut à un président qui essaye de respecter les intérêts du peuple qu'il a élu? On devrait plutôt en vouloir à Emmanuel Macron de ne pas respecter les intérêts du peuple qu'il a élu. C'est chez nous que se joue le problème. Donc je trouve qu'il y a une tentation à toujours chercher des boucs émissaires à l'étranger, au lieu de se dire regardons d'abord chez nous ce qui se passe, sans nous demander est-ce que c'est d'abord de la faute des autres. Même les Allemands, c'est nos voisins, ce sont nos voisins, personne ne peut dire qu'on est en guerre contre l'Allemagne, c'est une évidence. Même l'Allemagne nuit à nos intérêts en matière nucléaire. Et ça date pas d'hier, ça fait 20 ans que l'Allemagne essaye de contrevenir à la France auprès de la Commission européenne pour nuire à notre atout industriel qu'est le nucléaire, parce que ça les dérange, parce que forcément c'est un avantage compétitif pour la France plutôt que pour eux qui ont pris les pires décisions en matière énergétique au point de revenir au charbon parce qu'ils ont abandonné le nucléaire sous la pression des écologistes allemands. Comme ils ont vu que nous, on avait gardé cet outil et cet atout, ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues en permanence auprès des institutions bruxelloises. Pourtant, l'Allemagne, c'est pas un ennemi, mais c'est un adversaire sur certains sujets. De la même manière pour les États-Unis. Il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des objectifs intérieurs qui sont communs. Il y a d'autres sujets sur lesquels on a des intérêts divergents. Et ce sera toujours comme ça, quel que soit le président. Et c'est vrai qu'en ce moment, en plus, les sujets de souveraineté avec nos entreprises qui partent de plus en plus aux États-Unis, ça devient encore du sujet. C'est pour ça que je pense que la France a dû intervenir, notamment sur les sujets Mistral, etc., parce qu'il y avait des intérêts américains avant que on verrouille et qu'on dise ça reste européen. L'Europe, d'un point de vue général, en matière de souveraineté technologique, a plutôt raté toutes ces batailles. Elle n'a même pas essayé de les mener, du reste, puisqu'elle s'est sabordée avant même de commencer. Et donc là, il y aura une reconstruction importante à réaliser. Colossal. D'ailleurs, sur ce sujet, Eric a entièrement raison. J'ai été désigné l'année dernière rapporteur au Parlement européen sur le sujet de la souveraineté technologique. Pendant 1 an, tous les autres groupes politiques n'ont fait que me mettre des bâtons dans les roues, à essayer de minimiser toutes les propositions que je portais pour défendre la souveraineté technologique. On a des cerveaux brillantissimes qui sont très souvent rachetés par l'étranger. On peut citer Yann Lequin, c'est le plus connu, mais il y en a plein d'autres qui, à peine leurs études terminées, s'en vont. Et quand on regarde la promotion de Polytechnique d'il y a 4 ans, 34% vit déjà à l'étranger. On parle de jeunes gens. C'est effrayant. Le fait qu'ils soient déjà à l'étranger, c'est nous que ça doit questionner. Qu'un jeune polytechnicien s'expatrie pour aller vivre à Dubaï, moi ça me rend tellement malheureuse. Je me dis, mais on a un pays sublime, il part vivre à Dubaï, c'est bien que le problème est chez nous. Est-ce que malgré tout ça, il y a des choses qui te rendent optimiste pour l'avenir de notre pays? Tout. D'abord le fait qu'on soit là. De savoir qu'il y a de grandes intelligences qui sont prêtes à être mises au service du pays, qu'on est de plus en plus nombreux à ressentir l'urgence de le faire. J'aimerais pas avoir mon âge il y a 20 ans, à une époque où on était encore dans le déni, à une époque où les sociologues nous disaient encore que le niveau scolaire monte, je sais pas si vous vous rappelez de ça, à une époque où on croyait encore qu'on avait le meilleur système de santé du monde. Cet aveuglement nous a fait perdre un temps fou. Aujourd'hui, on sort de l'aveuglement. En grande partie, je crois, grâce aux
discours politique qui a été porté par la droite. Donc la bataille actuelle, c'est la bataille des solutions et montrer qu'on peut passer de la lucidité au redressement et pas de la lucidité au fatalisme. Ouais, on fera tout faire effectivement pour pas partir, parce qu'on a tous envie de rester, hein, même si effectivement par moment, simplement par la logique, on y pense. Rien que toi, le nombre de gens qui disent Eric, pourquoi t'es encore là arrête de te faire chier, attends. Tout simplement parce que j'aime mon pays, que j'ai pas envie de partir. Donc, ouais, je pense qu'on va essayer de tout faire pour que moi et nous et nos enfants puissent bien s'y sentir. Et j'aimerais te poser la question de savoir si il y aurait quelqu'un dont tu penses qu'il serait une bonne idée qu'on l'invite ici dans Fracture. Alors moi, ce que j'adorerais voir, c'est un débat Zuckman contre Eric. Donc, je considère que Zuckman est un homme politique. Ouais. Que la manière dont il a mené sa campagne sur la fameuse taxe qui porte son nom... Et qu'il continue de mener, du reste. Et qu'il continue de mener un peu plus sous les radars, et c'est bien heureux. Vous vous rappelez comme moi qu'il était sur tous les plateaux, matin, midi et soir, France 2, France 3, France Inter, sur le service public en permanence, on ne le démaquillait plus. Scandaleux d'ailleurs. Et puis après, on nous dit 80% des Français sont d'accord avec lui. Quand on entend toute la journée que... quelqu'un qui paye 100 millions d'euros, il peut quand même pas donner 2%. Quand c'est présenté comme ça, bien sûr qu'on se dit, bah oui, ils sont égoïstes, 100 millions, ils peuvent donner 2%. C'est ça la question qui avait été posée. Et à ce moment-là, on n'a pas été très nombreux, mais je me souviens parfaitement de ta vidéo, Eric. Et pour cette raison, j'aimerais beaucoup vous voir... Ok, alors on l'invitera. Si vous nous écoutez, vous êtes le bienvenu sur Fracture. Excellent, je regarderai. La toute dernière question de cet épisode, c'est est-ce que Sarah Knafo, présidente de la République, c'est un scénario envisageable ? Ça dépend si vous votez, hein, ça dépend des gens. Là, pour cette élection en 2027, non. Je suis candidate à la mairie de Paris, donc ce que j'espère pour 2027, c'est que ça fera 1 an que je suis maire, et j'espère que les Parisiens seront heureux. Et par ailleurs, que ça pourra donner un exemple pour tout le reste du pays. Parce que si on arrive à redresser la capitale, ça veut dire que le redressement de la France entière est possible. C'était le mot de la fin. Le petit rituel du saladier. Chère Sarah, il faut tirer un papier. Alors. Ça correspond à une anecdote. De quelqu'un. De quelqu'un. Alors, j'ai Eric. Eric Or. Donc c'était au début des années 2000, je commençais un petit peu à gagner ma vie avec une première société qui fonctionnait. Et pour mettre de côté, pour commencer à construire un patrimoine, je me suis dit que l'or, ce serait très bien. Et je voulais pas de l'or papier, je voulais des lingots d'or, de l'or physique, parce que je me disais, en cas de guerre civile, en cas d'effondrement, au moins avec un lingot d'or, je pourrais m'acheter un tank. Parce que déjà, je raisonnais un petit peu de façon un peu paranoïaque. J'avais à l'époque une banque au Luxembourg. Pourquoi au Luxembourg ? Parce que en tant qu'entrepreneur français, je voulais bien séparer mon argent personnel de l'État, parce que quand on a des problèmes, si jamais il y avait un souci, d'abord ils saisissent tout et puis ensuite ils discutent. Et j'ai demandé à la banque d'acheter des lingots et de les conserver dans leur coffre. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Je me suis expatrié, j'ai changé de vie, je suis parti dans les pays de l'Est, peu importe. Donc j'ai changé en fait de profil fiscal et aussi de profil à risque, on va dire. Et la banque a décidé de terminer sa relation avec moi. J'ai dit ok, pas de problème, fermez le compte, oui. Par contre, j'aimerais bien récupérer mes lingots d'or. Et ils disent non, ça va pas être possible. Ok, je vais venir les chercher moi-même. Ils me disent non, vous pouvez pas rentrer dans la banque, vous êtes persona non grata, et donc on vous rendra pas vos lingots d'or. Et là, j'ai compris que finalement, j'avais pas de lingots, j'avais juste une créance sur le fait qu'on puisse me donner les lingots, et ça a été un vrai choc pour moi. Alors évidemment, la banque n'a pas volé mes lingots, elle les a vendus, et a fait un virement en euros, mais c'est pas du tout la même chose. Et donc, j'ai fait une erreur, j'aurais dû évidemment me faire livrer les lingots d'or et les conserver moi-même, et 2, ça m'a surtout ouvert les yeux sur la suite, et donc quand j'ai croisé la route du Bitcoin des années plus tard, j'ai tout de suite compris l'importance que cet actif pouvait représenter. Donc voilà, excellent. C'était la petite anecdote sur l'or. Passionnant. Merci mon cher Eric. Merci Sarah. Merci à d'être vous. venue. Voilà, cette fois-ci c'est la vraie fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Pensez à vous abonner. Ciao. Fracture épisode. Sarah. Ça a tourné ? Ça y est, là on C'est tourne. parti. J'aime Mais cette bon, intro. Même le micro est d'accord. il est en tomber, le gaffeur a lâché. C'est dans la boîte. Cool. Super. Bravo. Merci. Merci à vous. Super. Merci.